contribue à la bonne marche des choses. Maintenant, on va un peu dialoguer, il faut le travailler avec Jean-Denis Ponant. Certains d'entre vous maintenant le connaissent bien, puisque lui aussi, c'est comme Jean-Pierre Daniel, un vrai compagnon de route depuis longtemps, lui aussi. Jean-Denis, comme vous l'avez compris, on a présenté les films 68, vient de là, il était même de plus loin, il vient de Tunisie, mais ça, on va en parler tout à l'heure. Donc le parcours, le chemin du cinéma, l'acte fondateur de ton cinéma, c'est politique, c'est le cinéma militant, cofondateur de l'Arc, dont vous avez vu des images dans le film de Jean-Luc Molly, Les fantômes de mai 68. Et sans doute celui qui a continué cette histoire née pour 68, c'est le page de l'histoire du cinéma qu'on a appelé le cinéma militant. Vous avez vu que dans le beau cinéma militant, il y a aussi le beau cinéma, les films de beau. Et le cinéma militant, je le rappelle, a quand même été un incroyable terrain d'aventure pour les créateurs de formes. Il s'agissait quand même bel et bien, certes, de parler politiquement au monde, mais en inventant aussi des formes cinématographiques qui ne soient pas digérables par le pouvoir. Les groupes Helvetin, toute l'histoire de ce cinéma qui part de 1967 à 81 jusqu'au marais salant du mitterrandisme a vraiment été, je le répète, mais on a été largement l'instigateur, a vraiment été un chaînon manquant entre la naissance du cinéma direct et puis l'émergence tout au long des années 80 de ce qu'on a appelé, dans Gauche pas, mais c'est comme ça qu'on l'a appelé, le documentaire de création, le documentaire d'auteur. Voilà. Jean-Denis, après l'aventure 68, au début des années 70, 73, si mes souvenirs sont bons, cofondé un collectif qui a joué un rôle très important et qui s'appelait Cinéloute. À l'époque, j'étais enseignant à l'IDEC. Voilà, ça c'est pour un peu fixer le parcours, les origines, on va faire ta biographie, et puis après, comme d'autres, tu vas continuer l'aventure, mais davantage en solo, en solitaire, en faisant des films à la seule. Donc, celui que nous allons voir maintenant, il faudrait que tu situes et peut-être rebondir sur ce que je viens de dire. Bonjour, c'est difficile un parcours parce que je suis plutôt jeune, donc j'ai fait beaucoup de choses. Comme je n'ai pas arrêté, ça s'est accumulé. Et en tout cas, j'ai jamais voulu faire une œuvre, moi ça m'intéresse pas. Contrairement à beaucoup de cinéastes, dont Denis Galland, que j'admire énormément, moi j'étais pas dans cette intention-là. Ce qui m'intéressait, c'était de faire des choses. Et quand je dis des choses, c'était des films essentiellement, mais ça pouvait être aussi des dessins, des tableaux et aussi des livres. Donc voilà un petit peu. Qu'est-ce qui rassemble tout ça? Parce que j'ai touché à tout en fait. J'ai fait des films sur la peinture, j'ai fait des films très politiques, j'ai fait des films sur des thèmes philosophiques, sociaux bien sûr. Enfin, j'ai un peu embrassé tous les genres. Et chaque fois, j'ai voulu essayer des choses un peu nouvelles, en tout cas nouvelles pour moi. Parce que moi, je considère en fait ce travail cinématographique, c'est personnel, comme un travail de laboratoire. Je suis dans mon laboratoire et j'essaye, j'ai des tubes à essai, ça fonctionne pas toujours d'ailleurs. Voilà, alors oui, les origines. Il y a quelque chose quand même qui relie tout ça, même si c'est très différent et qu'on peut ne pas reconnaître mes films parce qu'ils ne se ressemblent pas, il y a quelque chose en commun, c'est qu'ils sont tous fabriqués à la marge du système, tous systématiquement, y compris quand j'ai fait de la télévision, et j'en ai fait énormément. Bizarrement, j'ai été très aimé par TF1 avant la privatisation, par Antenne 2 qui s'est appelée France 2, par France 3, par TV5 Monde, par des télévisions étrangères. Ils m'aimaient beaucoup, mais ils me programmaient très tard la nuit quand même, parce que je faisais des choses un peu différentes. Et un critique qui a écrit un truc sur les 100 téléastes, a fait un énorme article que j'ai pas compris d'ailleurs sur moi, mais le titre c'était Téléas du détournement. J'essayais pas de détourner, j'essayais, voilà, c'est le mot juste, je faisais des essais. Alors il y a ça qui caractérise un peu tout ce que je fais, oui, c'est en marge du système, c'est sûr,
Et l'autre chose, c'est quand même une grande sensibilité à l'injustice que j'ai eue très très tôt. Donc effectivement, Patrick l'a dit, je suis né en Tunisie au moment du colonialisme. La Tunisie était un protectorat, mais enfin c'était une colonie dans les faits. Et avec une injustice criante, criante. Il y avait des gens qui se débrouillaient très bien, qui vivaient bien, et puis la majorité de la population était dans un dénuement incroyable. Et je ne comprenais pas très bien ce qui se passait. Je ne comprenais pas pourquoi on disait les Arabes, parce que je ne me sentais pas différent. Moi, on ne me disait pas que j'étais un Arabe, mais je ne savais pas pourquoi. Moi, je n'étais pas un Arabe. J'étais là, j'étais sur cette terre, la Tunisie, c'est ça qui nous rassemblait. Et ça étonnait tout le monde, que mes petits copains, ben, c'était mes amis, c'était les petits-enfants d'un imam qui avait un petit marabout dans le coin. Mais c'était le colonialisme. Et par exemple, dans les classes que j'ai pu fréquenter, en général, il y avait un arabe. Sur 42, parce qu'on était 42 élèves à l'époque, les salles étaient bien pleines, il y avait un arabe, qui était en général mon ami d'ailleurs. C'est très très curieux ce phénomène. Et j'ai vu monter la lutte d'indépendance de la Tunisie, et j'ai assisté à des scènes terribles, comme par exemple un marchand de cacahuètes que j'aimais beaucoup, qui s'est fait arrêter par des soldats, qui ont pris son panier de cacahuètes, qui l'ont piétiné, qui l'ont battu, et j'ai hurlé, je me souviens, j'ai hurlé, et on m'a donné un coup alors j'étais un gamin. Donc ça c'est pour dresser le décor, quoi. J'étais pas politisé au sens propre, quoique très jeune, mon père m'avait rappelé, avant de mourir, il m'avait dit, mais à l'âge de 7 ans, tu m'avais demandé ce que c'était que le communisme, parce que ça t'intéressait beaucoup, et tu avais trouvé ça très très bien, le communisme, mais tu t'étais posé une question, mais pourquoi il ne croit pas en Dieu? Depuis, j'ai compris. Voilà, ça c'est pour situer un peu un parcours très chaotique, donc fait de tas de choses. Ce qui a été pour moi fondateur, finalement, c'est mon engagement, mais mon engagement, il n'a pas été que directement politique, parce que un de mes films qui a décidé de ma vie s'appelle Tristesse anthropophage, c'est un court-métrage que j'ai réalisé en 1966, j'avais 24 ans, je crois, 23. Et c'était un court-métrage contre la société de consommation, mais très fictionné, très fantasmé, une sorte d'allégorie. Et ça a plu. Ça a plu, des distributeurs ont voulu prendre le film, un producteur me signe aussitôt un contrat pour un prochain long-métrage. Tout le monde croyait que ça allait avoir un vrai succès. Donc ça, c'était en 66. Janvier 67, je reçois une lettre du Centre national du cinéma me disant que mon film était interdit à tout public, y compris à l'exportation. Et une lettre accompagnée, une lettre qui disait « Et les projections privées sont également interdites », ce qui n'était pas légal. D'ailleurs, la lettre est manuscrite à côté. Hein. Ça, c'était la catastrophe de la catastrophe. Pas complètement, parce que, évidemment, les films interdits, ça fait parler. Et quand mai 68 a éclaté, une poignée d'étudiants a occupé, et je ne trouvais pas ça bien d'ailleurs, les 3 Luxembourg, le cinéma des 3 Luxembourg, et là, le film est passé en boucle. Il passait des films interdits. Et il y avait des gens de mon âge, des jeunes, quoi, dans la salle, dont des élèves de l'IDEC. Et des élèves de l'IDEC ont dit, le mec qui avait fait ce film, on le veut comme prof. Moi, j'ai refusé, évidemment. J'ai dit, mais je suis pas légitime, moi. Je sais pas enseigner, j'ai fait que ça, j'ai fait 2-3 bricoles, c'est tout. On va essayer. C'était mai 68, hein. Donc, à la rentrée, les élèves ont demandé à ce que je sois prof. Je suis venu, ça a marché, je suis devenu prof à l'IDEC, j'ai après en fac, etc. Donc, tout ça pour dire que j'ai continué quand même à faire des films, mais que le Centre national du cinéma a systématiquement mis des bâtons dans les roues. Je n'ai pas pu. Je n'ai jamais eu la moindre aide du Centre national du cinéma jusqu'à ce que la hiérarchie change un peu
et que les commissions sont devenues importantes. Ce n'était plus le directeur du CNC qui décidait de tout. À partir de ce moment-là, j'ai pu avoir des aides pour des films que j'ai fait pour la télévision en particulier. On va aller un peu plus au départ. On présente celui-ci, on va parler. D'accord. Alors, donc la Tunisie, vous avez compris, c'est important pour moi. J'y retourne tout le temps. L'indépendance n'a rien changé pour moi, c'est toujours au contraire même, c'est encore mieux. Et en 2005, je connaissais un peu un poète qui est aussi un grand philosophe qui s'appelle Édouard Glissant, qui était un poète martiniquais qui est mort il y a quelques toutes petites années, qui est un type extraordinaire. On avait envie de faire quelque chose ensemble, mais c'était flou, c'était très flou. On en parlait, mais on ne se voyait pas tout le temps, de toute façon. Et puis un jour, ma copine de l'époque présente un colloque autour de Patrick Chamoiseau, l'écrivain martiniquais lui aussi. Et là, au cours d'une conversation, quelqu'un me regarde, me reconnaît, me dit « Ah, c'est toi qui as fait le film sur Saint-Jean-de-Père, c'est tout ». Je dis « Oui, bon, c'est un petit film. Hein. » Et il me dit « Je t'invite à Carthage où il y a un séminaire sur Édouard Glissant. » Je dis « Tu sais que c'est ma ville, Carthage ?» Il dit « Non, j'ignore complètement. » Donc je contacte aussitôt Glissant, dit « Écoute, c'est extraordinaire. » Glissant, très content, qui avait écrit sur Carthage de très beaux poèmes en particulier, me dit « C'est formidable, tu vas me servir de guide, je connais pas ce pays. » Et je dis « Oui, mais moi, tu sais, mon boulot, c'est d'appuyer sur un bouton, de tourner, de faire des films. » Il me dit « D'accord, je trouve une production et j'arrive à partir. » Bon, après, il y a eu un sale coup que je raconte pas, mais malheureusement, je n'ai pas pu continuer le film normalement produit. Donc, j'ai tourné tout seul avec quand même un preneur de son tunisien, tout seul avec une caméra que je maîtrisais pas très bien encore à l'époque, à Carthage avec Édouard Glissant. Et mon propos, c'était surtout de faire entendre la voix d'Édouard Glissant. Alors, je suis d'accord avec ce qui a été dit, que le cinéma n'est pas fait pour être simplement un transmetteur, ça doit être quelque chose en soi, mais là, j'avais vraiment envie qu'on entende ce qu'avait à dire Édouard Glissant. Et on était à Carthage, et il fallait relier ces deux choses. Et en fait, c'est pas très reliable. Et pourtant, voilà, j'ai fait ce film qui s'appelle Carthage, sur la pensée d'Édouard Glissant. Et lui a adoré le film parce qu'il a dit « j'ai jamais parlé comme ça ». Alors je vais vous expliquer quand même pourquoi, parce que ça se voit pas dans le film. Dans le film, on m'entend une seule fois à la toute fin poser une question. C'est la seule question que j'ai posée à Édouard. La seule. Le reste du temps, pendant que je préparais un peu, que je posais ma caméra, je lui parlais. Je lui disais, tu sais, ici, Édouard, avec mon petit frère, je pêchais des crabes avec de la viande avariée. Et puis je disais rien d'autre. Et quand on commençait à tourner, je ne posais pas de questions. Il me disait, avec de la viande avariée, tout ça, ça me fait penser au massacre de Carthage, etc. Et hop, il enchaînait comme ça. Et tout était comme ça. Quand on est vous allez voir le Tophet de Salongo, le Tophet, c'est le cimetière des enfants qu'on sacrifiait aux deux Baals, aux dieux Baal, Amon, dans la Carthage antique, donc du 8e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 2e siècle. Et là, je lui dis, tu sais, Édouard, moi j'ai écrit mon épitaphe. Je lui dis mon épitaphe. Et vous allez voir ce qu'il répond. En fait, ce qu'il répond, c'était pas une question. Voilà, tout le film est fait comme ça. Il n'y a pas de question. Il y a quelqu'un qui parle, qui réagit à mes souvenirs d'enfance, voilà, et qui sont off, évidemment. Ça n'intéresse, c'était même pas tourné ni enregistré, ça n'intéresse personne. C'est pour vous donner un peu le dispositif. C'est un film très simple, donc c'est un film, Édouard parle, et il y a des images de Carthage. Édouard parle, des images de Carthage, voilà. Et j'évoque Carthage comme ça. Je n'ai pas grand-chose d'autre à dire. Le film, on va le faire. Le film, on va le voir. Oui. Oui. On va le voir, le film. Il n'est pas très long, 54 minutes, je pense que ça va. D'accord. On va mettre ça ensemble. Ça va. Bon, vous avez vu, c'est une copie un peu déformée, un peu abîmée, mais c'est pas l'essentiel. En fait, j'ai marqué étalonnage et mixage, mais ça n'a jamais été étalonné, jamais mixé.
Par où commencer? Je réfléchis. Par la fin. Non, pas. Est-ce qu'Édouard Glissant a une épitaphe? Il est mort il n'y a pas. Oui, il y a quelques petites années, il n'y a pas très longtemps. Est-ce qu'il a eu finalement une épitaphe? Est-ce qu'il s'en est souvenu ou est-ce qu'il a vraiment renoncé à son épitaphe? Je ne lui ai pas reposé la question, mais je pense que c'était très sincère. Il avait vraiment oublié lui qui avait une mémoire phénoménale, parce qu'il était capable de réciter du Saint John Perse, et même très récemment. Et je crois qu'il avait, oui, il voulait plus s'en souvenir. C'était pas important. Il pensait que c'était, comme il le dit, quelque chose de trop passager pour donner de l'importance à ça. Non, j'ai jamais su. Donc. Le premier mot moi, qui me vient, c'est même au-delà de rencontre, c'est co-présence. Il y a d'un côté Carthage, de l'autre Glissant, et en fait c'est quasiment la même chose. Ce Carthage pourrait être l'autre nom d'Édouard Glissant, et Édouard Glissant pourrait s'appeler Carthage. Et cette espèce de synthèse en un mot à lui. C'est les deux. Et il incarne ce Carthage. Et cette façon, progressivement, tu vas de faire remonter l'histoire, de la rendre complètement au présent, et c'est la fin du film, tendu vers un futur, puisqu'il parle du monde, il parle d'une renaissance possible. Il te parle là-dessus. Vous avez vu, c'est essentiellement un film qui a été... D'abord, je n'ai tourné que quelques heures avec lui. Hein. Il était déjà, ça se voit pas trop, mais très très fatigué. Il était déjà très fatigué. Il venait de subir une opération, il était cardiaque, il était diabétique. Donc c'était pas facile. Et donc on se donnait rendez-vous, par exemple, le matin à 9h, 10h. Il est arrivé à midi, au moment où il est très difficile de filmer, parce que les ombres, évidemment, sont... les paupières sont... Et lui-même avait du mal à regarder, etc. Mais c'était pas le plus important pour moi. Le film, c'était pas ce qui était le plus important. Je voulais absolument essayer de mettre d'une manière à peu près accessible un certain nombre de concepts de sa pensée qui est quand même pas simple. Hein. Alors, on a peut-être un peu compris que le film c'est selon ces concepts qu'il est construit. Hein. On parle par exemple du lieu commun. Le lieu commun, pour lui, c'est pas un lieu banal, mais c'est une commune, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de rencontre non seulement entre des personnes, mais aussi dans l'histoire, c'est-à-dire où un passé peut rencontrer un présent ou un futur. Et lui, donc, il ne connaissait pas Carthage, du tout. Il est arrivé, et la première chose que je filme de lui, alors la première partie, là, quand il dit son poème et tout, c'est filmé chez lui à Paris avant d'aller à Carthage. Et puis on va à Carthage. Et là, je le filme sur les ports puniques. Les ports puniques sont donc les anciens ports carthaginois qui sont restés, qui ne ressemblent pas du tout à la société, mais enfin, il y a toujours ces deux ports. Je le filme là et il découvre. Là, c'est la première fois qu'il voit cet air particulier et qu'il a la sensation d'être effectivement dans un lieu commun. Vraiment, il le vit au présent. Hein. C'est pas quelqu'un de sophistiqué qui recherche le spectaculaire du tout. Donc, le film est construit comme ça selon les concepts. On part de ce lieu commun. On essaye, c'est très difficile de lui faire parler de l'amour, mais il en parle quand même à propos de l'histoire d'amour de Didon et Aîné. Je ne sais pas si on la comprend très bien parce qu'il manque un petit truc là. En fait, donc, le prince aîné était un prince troyen qui fuit la ville de Troie parce qu'elle est détruite. Il prend un bateau, il fait naufrage et son corps se retrouve sur
sur les rivages de Ifriqiya, c'était le nom de cette ancienne région du monde, la Libye, la Tunisie, un peu d'Algérie, l'Ifriqiya, l'Afrique. Il se retrouve donc en Afrique, et là, déjà, la reine Didon, qui en réalité s'appelle Élissa, c'est Virgile qui a inventé le nom de Didon, mais en fait, c'est la princesse Élissa, qui effectivement elle-même venait d'une grande civilisation phénicienne, la ville de Tyr. C'est vraiment filmé à Tyr, hein. Tout est vrai, hein. C'est des petits bouts de plan, mais... Et je voulais lui faire parler un peu de cette histoire d'amour, et il dit quelques mots qui sont importants. Il dit, voilà, il y a ce prince troyen, il y a cette princesse carthaginoise, ils s'aiment, ils tombent amoureux, c'est un vrai coup de foudre, c'est une vraie histoire d'amour, et pourtant, le destin a rôdé parce que il était dit, les dieux avaient dit que Énée devait fonder une ville. On ne savait pas laquelle encore. Et donc, Énée était obligé d'obéir aux dieux. Il quitte Didon. Dans l'histoire de Virgile, ça se finit, Didon se jette dans les flammes. Tout ça, évidemment, n'est pas historique. Mais toujours est-il que Énée, donc, quitte Carthage en bateau, aborde les côtes d'Italie et fonde la ville de Rome. C'est pas Romulus et Rémus qui ont fondé la ville de Rome, c'est Énée. Voilà. Et que c'est cet impossible amoureux, ce qu'il appelle l'impossible amoureux, l'amour impossible, entre deux êtres, qui aussi questionne l'amour le plus. Et il dit une phrase que je trouve très belle à un moment donné, il dit « Sans doute ne se comprenait-il pas, dit donc Énée, mais je prétends qu'on peut aimer quelqu'un sans le comprendre. » Ça, c'est une phrase très importante, qui est à la base de toute sa pensée. On peut ne pas comprendre. Après, il parlera un peu d'ailleurs de l'opacité et de la transparence. Et il dit, l'opacité, c'est justement cette liberté que je me donne, moi, en tant que créateur, qu'auteur, que personnage, mais c'est aussi la liberté que je donne à celui qui me reçoit d'inventer autre chose que ce que je dis. Voilà, c'est à peu près ça. Et ensuite, bon, on monte un petit peu, et là, on s'est pas trop étendu, il était trop fatigué, c'est dommage. Je voulais un peu aborder la question de la pensée du tremblement. C'est un concept un peu complexe, qui est une pensée qui accepte les contradictions. C'est une pensée qui accepte, qui n'est pas forcément sur une ligne droite, qui tremble. Une pensée qui tremble. Voilà, jusqu'à aller à sa théorie essentielle, qui est la créolisation et le tout monde. Pour la créolisation, j'en dis un petit mot. Je m'intéresse beaucoup à ces questions, et j'ai fait d'ailleurs un film qui s'appelle Un chant nègre. Pour pouvoir le faire pour les télévisions, je l'ai fait à travers un portrait de Léopold Sédar Senghor, qui est un des créateurs de la négritude avec Aimé Césaire et Damas. La négritude, c'est un concept très dépassé aujourd'hui, mais qui a été très important parce qu'il fallait se reconnaître dans une identité qui était niée par tout le monde. Savoir que les nègres étaient des créateurs de l'histoire aussi, étaient des artistes. Et à partir de cette notion de négritude, il a créé le festival des arts nègres, par exemple Senghor, qui continue toujours à Dakar. Mais cette notion a été très contestée par la suite en disant ça suffit pas. Il faut se relier au monde. Ça suffit pas l'identité. Et c'est là où Glissant rejoint Guattari et Deleuze avec la notion de rhizome. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, en deux mots, les plantes ont des racines. Un arbre a des racines. Mais il existe certaines plantes, comme les bambous, dont les racines se rejoignent. Ça s'appelle un rhizome. Et c'est ce mouvement des racines au rhizome qui est ce qu'il appelle la poétique de la relation. La poétique de la relation, c'est joli, c'est parce que pour lui, la pensée politique rejoint cette... c'est pas une pensée, mais cette disposition au poétique. Voilà, c'est un peu. Et après, le tout monde, je crois que c'est plutôt un peu plus clair, là, ce qu'il dit.
Donc si je parle beaucoup de sa pensée plus que du film, c'est que pour moi, c'était ça que je voulais faire passer. C'est tout. Il a passé d'ailleurs. Tu fais passer derrière. Oui, merci beaucoup pour ce film. À t'entendre le présenter, j'avais beaucoup d'attentes. Et l'attente subsistait. Je me disais, je suis sur les premières images. J'attends toujours. Sur quelqu'un qui me conte, qui parle de l'histoire, des mythes, etc. Et sa pensée, où est-elle? Quand va-t-elle arriver? Et je trouve qu'il y a une progression dans le film qui est formidable, quoi, parce que, voilà, petit à petit, effectivement, on commence à comprendre, et je trouve que c'est absolument fantastique. Moi, je ne connaissais absolument pas, et quand tu parlais du cinéma documentaire aussi comme instrument comme outil de transmission, moi je suis totalement d'accord, parce que vraiment là c'est par définition un film moi qui m'apporte beaucoup. Voilà, donc et puis dans la forme il y a plein de trouvailles, je trouve, qui sont au niveau de la bande son, et puis tout à coup cette forme de conclusion qui n'en est pas vraiment une, l'émergence du jazz. Enfin, c'est moi qui ne connais rien au jazz, enfin voilà. Alors juste, donc, pour te dire que j'ai beaucoup aimé, d'autant plus qu'il y avait cette attente et juste une question sur la fin. Il y a une symbolique, je ne sais pas si je l'interprète correctement ou pas, donc voilà, je voulais éventuellement t'entendre en parler. Ouais. C'est pas tant symbolique, alors... Bon, je vais commencer par la fin. Puisque c'est le vent, hein, la fin surtout, c'est le vent. Le vent qui porte les choses du monde, en fait. Parce que tout au long de ce filmage, j'avais la poésie de Glissant dans la tête. C'est ça que j'ai filmé. Quand je filmais les ruines, j'avais en tête des vers d'Édouard Glissant, des passages, Et à un moment donné, ça s'est mélangé. Édouard Glissant s'est mélangé avec Saint John Perse. Et le vent est venu comme celui qui a porté, je ne sais pas si vous connaissez le grand poème Vent de Saint John Perse, hein, c'était de très grands vents sur toute face de la terre, de très grands vents en air, dans le monde, etc. C'est vraiment un peu la même chose qui se passe. D'ailleurs, il est très persien, hein, Glissant. Et j'étais habité plutôt par ça. C'est quelque chose d'un peu aussi que je n'ai pas à dire, hein, mais c'est vrai que chaque fois que je filmais, c'était pas seulement une image que je donnais, c'était aussi quelque chose qui venait comme ça de... Et comme c'était un peu, moi c'est mes repères d'enfants aussi, d'enfants, d'adolescents, puis d'adultes, Carthage, ses ruines, ces choses, pour vous amuser, je vais vous raconter un peu, il n'y avait pas plus cancre que moi, mais vraiment pas plus, à tel point que le lycée Carnot de Tunis n'a pas voulu de moi. On dit, on ne peut pas prendre un type aussi nul. Donc j'ai été obligé d'aller où? Écouter la punition, au lycée de Carthage. C'est à 15 km de Tunis, c'est rien, on prend ce TGM que je filme, le train. Mais à Carthage, vous vous rendez compte que le lycée de Carthage, il est en haut de la colline, il domine. Par exemple, je peux vous dire, je n'ai jamais rencontré mon professeur de mathématiques. J'allais dans les ruines romaines. Moi, j'ai tout appris en fouillant, en découvrant des monnaies anciennes, en comparant les monnaies puniques, c'est-à-dire carthaginoises, et les monnaies romaines, déjà, pas en réfléchissant, mais en ayant des impressions. C'est ça que je retraduis, que j'essaye de retraduire, et c'est pour ça que je me suis un peu laissé aller aussi, des fois avec la caméra, à réduire la vitesse de l'obturateur, du shutter, pour avoir ces flous, ces trucs qui sont un peu comme quelque chose, la manière dont moi je voyais en fait, et qui rejoignent un peu certaines choses que dit Glissant. Le jazz, j'ai pas pris n'importe quel morceau. J'ai pris Night in Tunisia, hein, je l'explique, tu es en train d'écrire, mais c'est expliqué en intertitre. C'est Night in Tunisia, donc qui a été vraiment créé en Tunisie. Et Night in Tunisia, même avant que je connaisse le titre, quand j'ai écouté cette musique, je me suis dit, c'est incroyable.
c'est les lumières du golfe de Tunis qui tremblent. Je le dis à une de mes amies qui connaissait très bien la Tunisie, je dis, ça t'évoque quoi ce truc? Elle me dit, bah, c'est très bien, tu te souviens des lumières là, qui tremblent? Je dis, c'est incroyable, c'est exactement ça. On ne pouvait pas tomber pile, et le jazz illustre parfaitement, la pensée de Glissant, c'est-à-dire cette créolisation, ce qui se passe quand deux cultures se rencontrent. Parce que ce qui est extraordinaire avec le jazz, c'est qu'il y avait quand même des esclaves noirs qui ont pris des instruments de blancs pour créer cette musique. Donc c'est une musique nouvelle. C'est pas une musique africaine aménagée, c'est pas une musique américaine aménagée, c'est quelque chose de nouveau. C'est ça qu'il essaie d'expliquer, et je crois qu'il est clair là-dessus d'ailleurs. C'est quelque chose d'inattendu et de nouveau qui se crée. Je ne sais pas si j'ai répondu. Si, sur la fin du film, oui. C'est juste que comme moi je ne connais pas la poésie de Saint-Jean Perse, et donc moi j'y vois autre chose, voilà, c'est tout, mais... Dis-moi un peu. C'est plus, moi je vois plus comme un pendant et la contradiction, parce que c'est plus une image presque de désolation, ce vent qui vient en contrepoint de ce message extraordinaire d'ouverture et d'optimisme. Voilà. Donc, mais c'est parce que moi... C'est parce que j'ai voulu. Oui, non, mais c'est parce que moi je n'ai pas ces références, voilà. C'est un très beau film. Si je fais presque comme les étudiants de l'IDEC, celui qui a fait ce film doit venir enseigner chez moi. Ah, d'accord. Ça comme ça. D'accord, je suis très cher. Pas de problème, mettre le pays. Je retrouve l'argent qui était dans mon portefeuille que j'ai perdu. Alors moi, ça m'a... Tu vois, en le voyant, j'ai été saisi par un tremblement, puisque beaucoup de choses sont revenues à la surface. Ce film n'a pas arrêté de m'interroger et de bousculer des petites choses qui sont déposées, quelques-uns de mes démons, et ça m'a fait penser à deux films de Jean-Daniel Paulet sur Basset et Méditerranée. Et ça m'a fait penser aussi à deux vers de Voltaire sur le bonheur est un port au temps des humains, les accueils sont nombreux, les vents sont incertains, qui résume un peu l'idée de la pensée, le rapport à la vie, ne pas être sectaire, ne pas être dogmatique. Et ce film est magnifique contre l'oubli, puisque c'est un film à contre-courant du récit dominant. C'est magnifique de ce point de vue. C'est une leçon sur l'histoire qui n'est jamais établie, qu'il faut revoir sans cesse, sans arrêt, réinterroger. C'est ça le travail de l'artiste, des philosophes, ne pas être dogmatique et de remettre sans cesse les choses en place et sur le tapis. Et donc, film contre l'oubli. Et contre l'oubli, quoi de mieux que de mobiliser l'enfant? C'est vraiment merveilleux ce qu'il dit et ce que tu construis, parce que c'est ton regard. Il faut rester l'enfant, c'est-à-dire que tous les philosophes le savent très très bien. Il ne faut pas être dogmatique, il faut être curieux, il ne faut jamais refuser l'émerveillement. Et je suis émerveillé par beaucoup de choses. Et puis il faut interroger sans cesse, comme enfant, interroger sans cesse. Et ce que je vois personnellement, mais c'est toujours pareil, c'est celui qui voit le film, qui essaie d'en parler, et ce que je fais, c'est que ce vent, à la fin, ces images, pour moi, c'est des images très fortes, très violentes du réel qui se manifeste, la nature se manifeste. Par rapport à ça, il y a une espèce d'image pas de quiétude, mais de ces hommes ou femmes qui poussent les moutons. Donc, toujours l'idée, l'image crépusculaire, est-ce que c'est l'image du crépuscule du matin ou du crépuscule du soir, peu importe. Mais face à cela, comment ne pas être émerveillé? Face à cela, comment ne pas ouvrir les yeux? Comment ne pas regarder le monde? Comment ne pas vivre comme si on ne devait jamais mourir, disait Vauvenargues. C'est ça. C'est ça. C'est ça que je trouve tout à fait remarquable. Vraiment, ça, c'est très très beau. Le seul petit truc, excuse-moi, mais c'est que l'irruption de celui qui nous parle avec le Tunisien qui décrit
Oui, ça m'a un peu gêné. Bon, ouais, ça m'a un petit peu gêné parce que d'un seul coup, j'ai l'impression qu'il y a, comme dans Isaac Popin, quelqu'un qui s'est trompé de film. C'est comme ça. Mais en même temps, bon, je suis tellement énervé par ce film que voilà. Je l'ai laissé parce que j'ai bercé. C'est très juste. Je vais revenir sur ce que tu dis parce que ça me plaît beaucoup. Moi aussi, j'ai voulu couper cette séquence qui n'a rien à voir. Mais j'ai très longtemps, j'ai cru que les télévisions allaient acheter ce film, me l'ont promis. TV5 Monde m'ont dit on se réunit, mais c'est fait. Mais ils voulaient absolument qu'il y ait un tout petit moment explicatif. Voilà. Donc j'ai gardé cette séquence qui en soi d'ailleurs est pas mal, parce que ce qu'il raconte c'est bien, c'est vrai, mais oui, c'est à côté de... Parce que le seul autre personnage c'est Glissant. Le reste, ils existent, mais bon, il y a la fliquesse qui siffle, il y a les jeunes dans le fameux TGM, le train, tous ces personnages sont importants pour moi, mais le seul qui devait vraiment apparaître, c'était Glissant. Tu as tout à fait raison. Et pour revenir à ce que tu disais, ça c'est rigolo, parce que j'ai pas du tout pensé à Jean-Daniel Paulet, mais pas du tout. Ce qui est curieux, c'est qu'il y a quelques petits mois, le film est passé à Paris plusieurs fois, et Jean Narboni voit le film, il dit « Mais pourquoi tu ne nous dis pas que tu fais des films ?» Et c'est extraordinaire, il faut organiser une projection de ce film avec Méditerranée de Jean-Daniel Paulet. Je dis « Écoute, moi je suis pas capable, fais-le si tu veux, moi je sais pas. » Et puis il dit « On va s'en occuper », il passe le film à Comolli qui connaissait pas non plus ce film, et c'était normalement, c'est Jean-Louis qui devait venir présenter le film aujourd'hui, parce qu'il aime beaucoup, et malheureusement, comme vous savez, il a eu une opération, mais il va très bien. Voilà. Donc c'est tout à fait, oui, c'est tout ce que tu me dis, je suis entièrement d'accord avec toi, c'est ça. Et par rapport à ce que tu as dit tout au début, cet homme qui parle, c'est une parole de film, puisque si tu ne le convoques pas devant la caméra, jamais il ne parlera de cette manière-là. Voilà, dans le film, tu inventes, tu crées une parole. Et en plus, comme disait Jean-Jacques Rousseau, qui connaissait bien le cinéma, je plaisante, qu'est-ce que c'est qu'une parole sinon l'ensemble de choses qu'on met en scène, d'accord? Donc quand je l'entends, cette voix qui a un appareil phonatoire, qui a une histoire, qui a un souffle, les mots qu'il utilise, qu'il va articuler, son visage, la situation dans laquelle tu le mets, c'est tout cela qui constitue cette parole filmique, donc c'est une véritable création filmique. Donc tu le fixes, mais avec une manière d'amplifier le signal comme seul le cinéma peut le faire. Tu majores quelque chose. Tu aurais pu le péjorer, mais là, franchement, même s'il est mourant, il n'est pas mourant, il est toujours jeune. Car il n'était pas mourant. Oui, non, mais c'est ça. C'est pas mourant, on est bien d'accord. Mais quand tu rapproches de lui et que l'articulation comme ça, d'un seul coup, on voit bien ce visage qui martèle quand même. C'est quand plus près de lui, les lèvres martèlent. On voit bien l'appareil phonatoire en action, qui n'a pas vieilli. Les mots qu'il utilise sont d'une jeunesse étonnante. Voilà. Je voulais te le dire, vraiment, c'est très beau d'avoir fixé cette parole de cette manière-là. Ça me touche d'autant plus que c'est à peu près ce qu'a dit Édouard Glissant quand il a vu le film. Je lui ai montré parce qu'il allait tellement mal que j'ai dit il faut que je lui montre. Il faut qu'il le connaisse, ce film. Il a vu, il m'a dit à peu près la même chose. Il m'a dit c'est la première fois que je m'entends. Et il me dit c'est grâce à toi. C'est la première fois que je m'entends, parce qu'effectivement, il a été filmé de très nombreuses fois, des émissions sur France Culture, il y a des centaines d'heures sur lui, mais il disait, mais on pose toujours les mêmes questions, et je réponds donc toujours la même chose. Qu'est-ce que c'est pour vous, monsieur Glissant, que tout le monde? Évidemment, c'est pas la même chose que lorsqu'il est dans les villas romaines de Carthage, et qu'on parle de toute autre chose, du jazz, et le tout le monde, pour moi, c'est ça, évidemment. Tu as raison. Et ça, il a senti. Pour la petite histoire, donc je dédie ce film à ma terre, donc à la Tunisie, et aussi à Gabriel Glissant. Gabriel Glissant était un de mes meilleurs amis, qui est mort très jeune, et qui m'a fait connaître Édouard. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Je ne sais plus. En tout cas, pardon. C'était sur la justesse de la parole, il s'était reconnu.
Oui, et donc... Ah oui, si, je sais ce que je veux dire. Ce qui est extraordinaire, c'est que Gabriel Glissant, qui avait à peu près mon âge, a été aussi... Tu l'as connu, toi, Denis, non, Gabriel? Non, tu l'as pas connu. Il est venu après toi. Et a été mon élève aussi à l'IDEC. Et je parle de ça avec Édouard, qui ne l'avait jamais dit. Il a dit, mais tu sais que moi, j'ai présenté l'IDEC et que j'ai été reçu. Je dis, ah bon, et tu l'as fait? Non, j'ai jamais fait l'IDEC parce que l'appel de la poésie était plus fort. Mais il connaissait le cinéma de manière incroyable. Et je trouve que c'est aussi un film sur le Sud, le besoin du Sud, le besoin d'Afrique, comme polyphonie, comme diversité écrasée par le Nord. Et ce film rappelle une phrase que je ne connaissais pas, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps de Sultané. C'est une phrase très belle. Le film illustre cette phrase. Tout ce qui est devant une caméra s'appelle le Sud. Sinon, c'est pas du cinéma. Et il termine en disant, pour faire du cinéma, il faut accepter de perdre le Nord. Et le film, c'est ça, c'est perdre le Nord, c'est abandonner la maîtrise, c'est abandonner Rome. C'est ça. C'est abandonner Rome. Rome qui a écrasé cette diversité, posé un autre modèle. Le film est d'une absolue cohérence là-dessus. Cette idée du Sud comme lieu où je cite une parole du monde, je rencontre une autre parole du monde, oui, mais sans l'annexer. C'est ça. C'est clairement ça la coprésence. C'est une belle définition du cinéma documentaire. Cette idée d'un land commun, peuplé de présences proches, mais protégeant chacune le lointain de l'autre, pour une phrase pas de moi, mais de Dostoïevski. Ouais. Et cette idée que tout cela débouche sur cette créolisation, c'est-à-dire le métissage imprévisible, ça c'est une définition du geste documentaire. La rencontre, et on ne sait pas ce que ça va produire. C'est la grande différence entre le cinéma documentaire et le reportage. Dans le reportage, l'autre est très vite catalogué, typé, étiqueté, fiché. Dans le geste documentaire, on protège ce lointain de l'autre. Ça donne ce métissage imprévisible. Le film parle de cinéma beaucoup. Je ne peux pas m'empêcher. C'est aussi vrai d'une toute petite partie du film de fiction aussi. C'est vrai que ça n'est pas dans le reportage, mais ça peut être dans certaines fictions. Justement, ça c'est très excitant quand ça arrive, quand on accepte de laisser le scénario de côté, par exemple. N'oublie pas qu'on va voir. Oui, on a un petit truc encore. Merci, Jean-Denis. Le fait que tu sois un peu gotharien, ça permet justement de reparler de types comme Dostoïevski, comme même Lacan, parce que, enfin, j'ai discuté hier avec Olivier de Kegel, qui était très affligé par le film de Hamadi. Je ne sais pas si tu l'as vu. Parce qu'il y a justement cette question du meurtre, enfin, des violences Bien sûr. envers les enfants. C'était Après le... Voilà. Et donc c'est vrai que il le dit à un moment, Édouard Glissant, qu'on ne peut pas comprendre d'un point de vue occidental cette immolation ou ce sacrifice d'enfants. Et la façon dont il en parle ensuite, de dire que cette naissance pose la question de la mort et de la renaissance. Et c'est comme si ce film venait aujourd'hui donner une ouverture, tu vois, à ce qui est incompréhensible. Et c'est vrai que moi, ce que j'ai aussi perçu, cette image du vent, enfin, cette transmission de la mémoire, on sent bien que c'est ce qui est génial dans cette rencontre, c'est qu'en effet, c'est pas question-réponse. La question est une forme de pouvoir sur l'autre. Et le fait, moi j'aime bien ces incursions justement de ce guide ou de toi à un moment, mais en fait, pour toi, Édouard Glissant, qu'est-ce que c'est que d'être... On est vieux, je ne sais plus comment tu le dis, mais il y a une espèce d'incursion tout d'un coup du type qui est à la caméra et qui ne pose pas de questions. C'est ce que tu as bien expliqué. Je pense que c'est l'art de la conversation, de ne pas poser des questions ou d'y répondre, tu vois, parce que ça enferme un peu l'autre. Et justement, j'ai l'impression enfin, ce qu'il dit de l'opacité, c'est justement Ouri, tu vois, Laborde, qui en parlait tout le temps. Il disait il faut se tenir au pied de l'opacité de l'autre.
c'est toute la question. On croit toujours qu'on se parle pour se comprendre, mais en fait, on n'a pas accès à ce que l'autre dit ou voudrait dire. Et donc, je pensais à cette histoire de travail de mémoire, et ils ont traduit ça, Lacan, il avait traduit le terme de Durcharbeiten de Freud, c'est-à-dire par un travail de perlaboration, c'est-à-dire à partir de l'expérience. Par exemple, le travail du rêve est un bon exemple de ce que c'est que la perlaboration, c'est-à-dire le travail de mémoire, de reprendre ce qui a ou ce qui aura pu être. L'homme est un être au futur antérieur. Il y a une espèce de temporalité comme ça, et donc là, ce qui aura été de Carthage nous fonde aussi aujourd'hui. Et je pensais donc à cette question-là, et au fait, en effet, toute cette semaine, quand même, a été une semaine autour de la question de la mémoire, et de ce travail de mémoire. Et quand, justement, c'est vrai que ce vent aussi, je l'ai perçu, sans doute parce qu'on a été bercé, non pas vraiment, mais on a été abîmé par certains films de ce côté-là, de ce côté d'effacement, de tabula rasa. C'est terrible, cette histoire de Carthage, où non seulement ils la détruisent, les Romains, mais en plus, il faut que rien ne repousse. Donc ils la recouvrent de sel. Et c'est vrai que cette image du vent vient comme en écho à cette question du recouvrement de Carthage. Enfin, c'est pas un recouvrement, parce que c'est pas pour recouvrir, pour enterrer, mais c'est vraiment pour tuer ce qui a été, quoi, ce qui aurait pu être. Et tuer, je pense que c'est ça la question du meurtre, de l'interdit du meurtre, c'est de réduire l'autre, de réduire complètement l'autre à ce qu'il aurait pu être. Et donc d'essayer de le meurtrir comme ça. Oui, tout de suite, je réponds, on passe à la chose suivante. Pas. On peut rester sur ce film aussi. Ah non, mais non, je sais bien non, on va s'amuser. Oui, alors 2 mots, hein, juste. Le vent, oui, il a cette fonction, mais aussi le vent, c'est ce qui apporte l'histoire. Ça souffle. C'est un souffle qui apporte aussi les choses du monde. Ça transporte, voilà. Et puis alors, quand même, pour parler juste des enfants immolés, en fait, c'était peut-être une histoire bien inventée par les Romains, parce que on vient de faire, c'est très récent, des recherches ADN sur les os, parce que dans les amphores qui sont enterrés sous les stèles que vous avez vues dans le film, on a les petits os des enfants. Moi-même, j'en ai découvert en fouillant près des ports puniques. Et on a fait des recherches ADN, et en fait, on est presque sûr qu'il s'agit d'enfants morts-nés. Et on est en train de réviser la théorie en disant que finalement, on offrait les enfants morts-nés aux dieux pour leur dire, s'il te plaît, la prochaine fois, donne-moi des enfants qui peuvent vivre. C'est tout récent, ça n'a même pas 2 ans. Et c'est en train de se mettre en place, on n'en est pas sûr. Voilà.